Je souhaite partager avec vous quelques conseils et quelques convictions concernant le lobbying aujourd'hui. Le lobbying, c'est un sujet qui fâche parce qu'il est très décrié dans ses pratiques, et c'est vrai qu'il y a toujours des pratiques qui sont assez contestables en matière de lobbying, en tout cas celles que l'on voit. Pour autant, je pense qu'il est assez injuste d'en attaquer le principe, parce que le lobbying est, à mon sens, extrêmement utile. Et ça vient, il ne faut jamais oublier le fait qu'on a une vision très particulière du lobbying en France, qui est une vision assez rousseauiste, au sens où inspirée de Jean-Jacques Rousseau, où, selon lui, l'intérêt général, c'est quelque chose d'assez immanent, global, ontologique, presque mystique. Donc il a une approche assez théorique de ce qu'est l'intérêt général, qui est, selon lui, l'expression de la volonté générale, dont la représentation nationale, l'Assemblée nationale, le Sénat, sont les seuls et uniques détenteurs. Et du coup, tout ce qui a tendance à influencer cet intérêt général et cette volonté générale sont considérés comme des entraves à la démocratie et comme une forme de perversion. À l'opposé, on a une vision qui est beaucoup plus libérale, qui est une vision anglo-saxonne, où la volonté générale est davantage, comment dire, c'est plus une résultante. En fait, c'est l'expression de différents points de vue qui se confrontent, l'expression de points de vue qui sont très divers, et c'est une vision qui est très mécaniste en fait. C'est de la confrontation de ces différents points de vue que va naître l'intérêt général. Donc c'est une vision qui est radicalement différente. Alors quelques convictions. La première, c'est que le lobbying est consubstantiel à la démocratie. Il est légitime en démocratie que tous les points de vue et tous les intérêts puissent s'exprimer. C'est une manière qui est à la fois pertinente, mais également efficiente d'élaborer les normes. Moi, si j'étais parlementaire et que je dois voter une loi sur les pesticides, j'aimerais entendre autre chose que Greenpeace ou Europe Écologie Les Verts. Je pense que le point de vue des industriels et des agriculteurs est pertinent et légitime, et j'aurais envie de l'entendre. Deuxième conviction, c'est que tout le monde fait du lobbying. Tout le monde. Les ONG, les syndicats, les entreprises, les agriculteurs, tout le monde fait du lobbying. Moi, par exemple, je donne à plein d'associations tous les mois, je donne de l'argent, et il y a notamment parmi elles Amnesty International et Greenpeace. Si aujourd'hui Amnesty International ne fait pas de lobbying à Bruxelles, par exemple, pour ne serait-ce que recenser, je sais pas moi, les parlementaires qui sont favorables à la peine de mort, et exercer des pressions auprès d'eux, ou leur dire attention, si vous votez telle loi ou telle décision, ça n'ira pas, et bien s'ils ne font pas ce boulot-là, Amnesty International, moi j'arrête de leur donner de l'argent. Donc tout le monde fait du lobbying, et c'est bien normal. Il n'y a pas que les entreprises. Les lobbyistes ne sont pas méchants par nature. Il n'y a pas le méchant lobbyiste. Ils défendent des intérêts, c'est parfaitement légitime, et c'est au législateur de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que, pas que le législateur dise « Ah ouais, mais on m'a influencé ». Non, le législateur, sa responsabilité, c'est d'écouter tous les points de vue, quels qu'ils soient, et en son âme et conscience, de prendre une décision. Donc il ne faut pas accuser le lobbying, il faut parfois accuser les législateurs qui ne sont pas toujours suffisamment courageux pour assumer leurs décisions. Troisième conviction, le problème, c'est pas tant le lobbying que la façon dont il se pratique. Je m'explique, on dit souvent le lobbying, en fait, il influence la démocratie. Alors, c'est pas complètement faux. Oui, le lobbying influence la démocratie, mais selon moi, l'enjeu n'est pas tant d'influencer la démocratie que de démocratiser l'influence. Et il faut permettre à tout le monde, à toutes les organisations, de pouvoir exercer une forme de lobbying qui soit pertinente, qui soit rationnelle et surtout qui soit transparente. Donc, l'enjeu, il est là. C'est permettre à tout le monde de faire du lobbying dans de bonnes conditions. Quatrième conviction, la dernière, c'est la fin du lobbying à l'ancienne, ce qu'on appelle le lobbying à la papa, et le rôle de la production de contenu et le rôle de l'opinion publique dans tout processus de lobbying. En fait, avant, on pensait que le carnet d'adresses suffisait à faire du lobbying. En gros, j'ai un bon carnet d'adresses, donc je vais aller pouvoir fumer des cigares et aller au resto avec des personnes en position de responsabilité. Ça aide, ça ouvre des portes, ça accélère peut-être les choses, mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les processus de décision, ils sont beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient auparavant. Il y a des experts, il y a des parties prenantes, il y a une multiplicité de points de vue, et tous sont concernés par le lobbying. Il faut pouvoir convaincre l'ensemble de ces parties prenantes.
De plus, il y a beaucoup plus de transparence dans les processus décisionnels. Le rôle des médias est fondamental, des activistes, des lanceurs d'alerte. Donc la transparence est capitale. Du coup, l'important, c'est pas tant le réseau que le contenu. Là aussi, je m'explique, il faut du contenu pour convaincre les décideurs. Et aussi ceux qui sont soumis aux décideurs, c'est-à-dire l'opinion publique. On doit articuler les deux. Il faut articuler lobbying et communication. C'est ce que j'appelle moi affaires publiques, hein, cette articulation entre lobbying et communication. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire du lobbying auprès des décideurs si vous ne prenez pas l'opinion publique à témoin et si vous n'essayez pas de mener un travail de conviction auprès de cette opinion publique. Et ça, c'est voilà, les thèses d'Antonio Gramsci. Il faut d'abord mener les batailles culturelles, c'est-à-dire auprès de l'opinion pour faire évoluer les mentalités. Il faut donc d'abord mener les batailles culturelles pour pouvoir remporter les batailles politiques, c'est-à-dire auprès des décideurs en faisant évoluer les normes, ce qui est l'objet du lobbying. Quelques conseils maintenant. Le premier, ne vous limitez pas à une approche strictement réseau, carnet d'adresses et politique. J'en ai parlé précédemment, ça ne marche plus et ça ne suffit plus. Deuxièmement, ne vous enfermez pas dans la technicité. Moi, j'ai déjà proposé des amendements, j'ai déjà défendu des positions hein, auprès de parlementaires. C'est pas moi qui ai rédigé les amendements. Pour ça, on a des avocats, on a des cabinets de lobbying spécialisés, on a des experts. Donc, le lobbyiste ou la lobbyiste n'est pas un expert au sens technicien du terme. Le bon ou la bonne directrice des affaires publiques, c'est pas tant un technicien qu'un bon tacticien et qu'un bon stratège. Voilà. Tactique, stratégie, plus que technicité. Troisième conseil, ne vous limitez pas à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le rôle des cabinets ministériels aujourd'hui, il est juste fondamental. C'est très vrai dans la Ve République, hein, qui confère une prééminence assez importante au pouvoir exécutif. Ça l'est encore plus aujourd'hui avec une Assemblée nationale qui est très caporalisée. Les députés de la République En Marche sont archi-dominants, alors même s'ils se fracturent, etc., mais ils restent archi-dominants et ils obéissent souvent comme un seul homme aux ordres de l'exécutif. Donc ne vous limitez pas à l'Assemblée nationale et au Sénat, allez voir les cabinets ministériels et n'oubliez pas également la strate européenne, l'échelon européen. Hein. Beaucoup des normes aujourd'hui qui s'appliquent en France sont d'inspiration européenne et c'est très important d'aller faire du lobbying à ce niveau-là, d'autant plus que c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus facile et n'oubliez pas non plus tout ce qui est autorité administrative, autorité de santé, toutes les autorités de régulation qui sont très importantes, elles aussi, dans le processus d'élaboration de la norme. Quatrième conseil, ne mentez jamais et soyez transparent. Si vous mentez, vous allez vous le reprendre en pleine tête. Il y aura toujours un retour de bâton, c'est garanti. Évitez le mensonge systématiquement. Et partez du principe que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez sera sur la place publique. Vous devez être capable d'assumer un courrier que vous envoyez à un parlementaire et d'assumer qu'il sera présenté aux 20h de TF1 ou de France 2 ou dans le cabinet d'un juge. Donc il faut tout pouvoir assumer. Donc soyez transparent, déclarez toutes vos actions auprès de la HATVP, hein, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, et n'hésitez pas à aller même un cran plus loin et à prendre les devants. Moi je me souviens, on avait une lettre à envoyer à tout un tas de parlementaires concernant des positions qu'on défendait dans une entreprise précédente, et moi j'avais dit, mon patron il préférait faire une note blanche, c'est-à-dire pas d'en-tête, pas de logo, pas signé, juste pour amener du contenu. Et moi je me disais, mais pourquoi assumons, au contraire, envoyons avec l'en-tête de l'entreprise, le logo, et allons même un cran plus loin et publions la lettre que nous envoyons aux parlementaires sur notre compte Twitter pour dire voilà, je fais du lobbying, voici les positions que je vais défendre auprès de la représentation nationale. Là, vous êtes complètement transparent, vous êtes baqué, blindé, on ne pourra pas vous le reprocher. Cinquième conseil, ciblez vos interlocuteurs et gagnez leur confiance. Il n'y a rien de plus ravageur que les amendements qui sont envoyés à 577 députés d'un coup. C'est-à-dire que bam, mass mailing, on envoie un député à tout le monde. Ça énerve tout le monde, c'est pas du tout une bonne manière de procéder, même s'il y a quelques cabinets qui le font, c'est vraiment très mal perçu. Vaut mieux faire avant, en amont, un travail d'identification des bons interlocuteurs dans les bonnes commissions, ceux qui sont vraiment au cœur de la décision, qui sont des relais d'opinion importants, et prenez le temps avant de les rencontrer, avant de leur écrire, de les connaître tout simplement, de faire connaissance avec eux.
Sixièmement, soyez un expert de votre sujet. Il ne faut pas être un expert du lobbying, il faut être un expert du sujet que vous allez défendre. L'interlocuteur que vous tentez de convaincre, il doit apprendre des choses quand vous lui parlez. Il doit se dire « Waouh, j'ai eu une réunion intéressante, j'ai appris des trucs ». Et il doit vous percevoir comme un interlocuteur légitime. Vous devez être un expert de votre secteur d'activité. Je travaillais dans le tabac, dans la cigarette électronique, et il fallait que je sois capable d'expliquer les avantages de la cigarette électronique. J'ai travaillé dans l'industrie pharma, et il fallait que je sois capable de parler de biothérapie, de relocalisation de l'industrie, de processus de fabrication et de fiscalité sur les produits du médicament. Donc voilà, ça c'est très important d'être un expert de son domaine, de son sujet, de son secteur. Septièmement, revendiquez votre contribution à l'intérêt général et prenez l'opinion publique à témoin. L'élu, il est lui-même otage de ses électeurs. Donc il doit pouvoir assumer ses positions devant eux. Donc quand vous lui demandez de prendre position pour un texte sur un amendement, il doit être capable de l'assumer. Et donc, il faut l'aider, il faut le nourrir, il faut lui donner les arguments pour qu'il le fasse. Donc il faut arriver à le convaincre. Et vous le convaincrez d'autant mieux que vous saurez lui expliquer que la proposition que vous lui faites répond à des enjeux d'intérêt général. Je reviens sur la cigarette électronique. Quand j'ai fondé la cigarette électronique, j'expliquais que ça avait du sens en matière de santé publique de promouvoir la cigarette électronique parce que c'était la meilleure alternative qu'on n'avait jamais trouvée face au tabac combustible qui tue des milliers de personnes chaque année. Donc voilà, faites du lobbying auprès de l'élu, mais n'oubliez pas la communication auprès des citoyens et du grand public. Comme ça, vous le prendrez en sandwich et vous aurez beaucoup plus d'alliés. Si vous convainquez l'opinion, vous aurez davantage d'alliés et vous exercerez davantage de pression auprès de l'élu. Huitième conseil, n'hésitez pas à cliver, à être clivant. Faut pas croire que parce que vous faites du lobbying, vous devez dire oui à tout, amen à tout, oui monsieur, etc. Bien sûr qu'il faut être poli, c'est évident, mais ne soyez pas des bénis oui-oui. Vous devez être prêt à assumer vos convictions et à les défendre, et vous serez d'autant plus respecté que vous saurez le faire et que vous assumerez vos positions. Moi j'ai un exemple là-dessus, c'est la France est le pays des droits de l'homme. Quand il y a un président de la République qui va en Chine, il ne peut pas ne pas parler des droits de l'homme, parce qu'on est le pays des droits de l'homme. Mais souvent, on le fait en cachette, en s'excusant presque, etc. Et on n'obtient pas grand-chose. Les Chinois, ils nous regardent avec un air poli, voilà. Alors que les Allemands, eux, c'est peut-être pas le pays des droits de l'homme, mais ils vont parler des droits de l'homme aussi au pouvoir chinois, et ils obtiennent beaucoup plus de libération de prisonniers politiques chinois que nous n'y parvenons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus fermes, parce qu'eux, ils ont les moyens d'être respectés, parce qu'ils ont des machines à outils, dont les Chinois ont besoin pour leur secteur industriel. Et donc, cette position de force leur permet d'être beaucoup plus percutant et d'obtenir davantage de résultats. Donc, n'hésitez pas à être clivant et assumez vos positions. Voilà, conclusion maintenant, très rapide. Je pense que le temps est vraiment au rapprochement entre lobbying et communication, ce qu'on appelle les affaires publiques. Et c'est en arrivant à articuler ces deux disciplines qu'on arrivera à avoir un lobbying plus pertinent, plus transparent, plus utile à la société et qui s'exercera dans les meilleures conditions possibles. Voilà, à très bientôt. Merci. Ciao.